Comment ne pas évoquer Françoise Dolto en ce jour, qui a tant fait pour la cause des enfants? Au moment où s'est décidé les interventions de la journée, qui étaient prévues en mars, avait été publié quelques semaines auparavant en fait, un article dans le Canard enchaîné, à charge contre Madame Dolto, qui s'intitulait « Les propos complètement inconscients de la psychanalyste Françoise Dolto ». Alors le mot inconscient, je l'ai trouvé très intéressant dans ce titre. J'ai interprété comme un lapsus, puisque il est utilisé ici pour signifier irresponsable. Et il désigne en lui-même le malentendu dont il est question, puisque certains n'entendent pas ou ne veulent pas entendre que ce dont parle Dolto concerne précisément cela, l'inconscient, et plus exactement le désir inconscient. Concernant le désir oedipien de l'enfant, je me suis alors demandé s'il était si inconscient que cela, à l'âge de l'enfant, et il se trouve que non, il est inconscient pour l'adulte qui l'entend. Alors Madame Dolto a doublement raison. Elle reprend tout simplement ce que Sigmund Freud nous a légué, à savoir deux concepts et complexes, majeurs et indissociables, le complexe de castration et le complexe d'Édipe. Point de psychanalyse sans référence à ces deux découvertes freudiennes fondamentales qui ont fait scandale à leur époque et visiblement plus de 100 ans après, n'est-ce pas encore et toujours le cas. Comme si rien n'avait été dit, comme si rien n'avait été appris, fichu patient de l'ignorance. Ces deux concepts majeurs, castration et Édipe, sont au fondement de la discipline et de la pratique psychanalytique, parce qu'ils sont au fondement même de tout être parlant. Il est clair que l'illusion de pureté et d'innocence attachée à l'idée d'enfance a largement été contrariée par le génie freudien. Que le petit garçon puisse éprouver du désir sexuel pour la mère et que la petite fille puisse désirer séduire son père, voilà qui était impensable et qui reste encore bien dérangeant pour l'adulte qui a oublié cette part de sa sexualité infantile. Ainsi, pour l'adulte, c'est inconscient. De là le lapsus de ce journaliste en question, c'est mon interprétation. Qui n'a pas entendu un jour un enfant dire à son parent, sans gêne aucune, qu'il voudrait bien l'épouser plus tard? Cela est dit tout à fait consciemment et c'est le plus naturel du monde. Heureusement d'ailleurs, sinon comment pourrait-il apprendre ce principe fondamental qu'est l'interdit de l'inceste? Je rejoindrai ici, et ce n'est qu'un début, une des idées défendues par Madame Dolto. L'enfant ne sait pas qu'il est un enfant, il est le reflet de la personne qui est son interlocuteur, ou encore, je cite, il est désirant et le désirant ne sait pas quel est son âge. Les propos qui dérangent, quels sont-ils? Ils concernent les femmes ou enfants maltraités. Par exemple, qu'il n'y a pas de viol du point de vue de l'enfant, ou que, je cite, dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère. Madame Dolto souhaitait donner une illustration de l'inconscient freudien. Mais n'oublions pas qu'elle était pédiatre et par sa formation de médecine, elle souhaitait prévenir et pour ce faire, éduquer les adultes en charge d'enfants, même ceux qui ne fréquentent pas le divan d'un psychanalyste. Sa parole a aidé bien des parents et bien des enfants, mais s'est heurtée aux résistances de ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas entendre la vérité crue du désir inconscient. Quant aux femmes battues, Dolto n'évoque rien de moins que le désir persistant de certaines femmes violentées à rester ou retourner avec leurs compagnons maltraitants. Elle indique qu'il est possible de dire non et que de ne pas le faire est de la responsabilité des victimes. Bref, elle révèle la jouissance du symptôme. Que des femmes ou des enfants soient victimes n'est pas incompatible avec le fait qu'ils puissent reconnaître avec beaucoup de courage leur part de responsabilité, voire de plaisir dans ce qu'ils ont vécu ou répété. Un plaisir inconscient, interdit, refoulé et donc culpabilisant. Cela ne vaut pas généralisation, mais c'est une réalité clinique. Et mon travail clinique donne raison à Madame Dolto. Qu'il s'agisse de femmes battues ou violées qui se demandent pour quelle raison elles retournent toujours vers un homme maltraitant, que ce soit des enfants qui reconnaissent leur séduction envers un adulte qui a répondu par un attouchement, voire un viol, ou encore que ce soit des jeunes filles qui savaient pertinemment ce qui les attendait quand leur propre mère leur indiquait la chambre parentale, car leur père s'y trouvait et les y attendait. Tout ceci, je l'ai entendu dans mes consultations. Cela ne retire en rien la culpabilité qui se trouve être uniquement l'affaire de l'adulte qui abuse. Quand bien même il y a plaisir, cela ne l'autorise en aucun cas.
Dolto, en tant que psychanalyste, porte au grand jour ce savoir sur le plaisir inconscient éprouvé par la victime face à cette séduction terrible de l'adulte, mais n'amenuise en rien les conséquences destructrices de tels actes. La culpabilité est l'affaire de l'adulte, pas celle de l'enfant abusé ou violé. Nous le répétons à chaque patient concerné, à chaque séance, dès que nécessaire, quand la culpabilité pointe son nez et accable l'être. C'est une évidence que l'enfant cherche à séduire l'adulte, du sexe opposé encore davantage, et ce désir incestueux est tout à fait normal, c'est une étape du développement de l'enfant. Ce qui ne l'est pas normal, et qui est à condamner fermement, c'est que l'adulte y réponde et abuse de l'enfant, que ce soit par un viol ou simplement la petite séduction quotidienne du parent. Culpabilité et responsabilité ne sont pas synonymes. La culpabilité est du côté de celui qui abuse, la responsabilité c'est du désir et ça concerne chacun d'entre nous. C'est Françoise Dolto qui nous a appris que l'être est responsable de son existence dès lors qu'il vit. S'il vient au monde, c'est grâce à 3 désirs, celui de ses parents et le sien. Dès lors qu'il naît, il y est pour quelque chose. Ce qui suppose par conséquent que l'enfant n'est pas la chose de ses parents et doit être traité en sujet. Dolto disait que, je cite, « L'enfant a un désir de naître et de vivre, et que le fait même qu'il survit, c'est que tous les jours, il reconduit en tant que sujet son contrat avec son corps. C'est ça vivre, c'est reconduire tous les jours son désir de survivre. C'est qu'il y a de quoi vivre. S'il n'y a pas de quoi, alors c'est très facile au début de la vie, les enfants avalent leur langue, étouffent et meurent. Et s'il y a de quoi, ils continuent et se débrouillent toujours pour trouver de quoi vivre. » Voilà un des plus bels enseignements de Madame Dolto. Elle qui a prôné toute sa vie que l'on parle et explique aux enfants l'interdit de l'inceste, de la façon la plus explicite qui soit, pour que les enfants eux-mêmes puissent se défendre de ce genre d'abus, cette Françoise Dolto défendrait la pédophilie et l'inceste. C'est juste une vaste blague. Ceux qui sont choqués par ces propos ne prennent pas le temps d'entendre ce qui est dit ici, parce que cela concerne le désir inconscient de tout un chacun, et que cela dérange tout le monde, y compris celui sur le divan, il ne faut pas croire. Mais au moins celui-là, il a le courage de venir s'y frotter. Et quand on y pense, pourquoi une cure psychanalytique dure-t-elle des années et tant de séances ? Tout simplement pour qu'à un moment donné, l'appareil psychique puisse être prêt à recevoir, sans censure, la vérité sur son désir. Tant qu'il n'est pas prêt, cette vérité fait violence et est rejetée. La preuve en est ses calomnies. Voilà aussi pourquoi le clinicien se garde d'interpréter pour le patient. Déjà, ce n'est pas lui qui sait pour l'autre, et de toute façon, une interprétation sauvage ou prématurée serait inévitablement rejetée et le clinicien avec, et c'est normal. De tout temps, la vérité sur le désir inconscient dérange. Alors, ne blâmons pas ces médisants, il s'agit juste d'ignorance et de résistance commune à tout être parlant face au désir inconscient. Mais il faut savoir que les résistances à la psychanalyse ne sont que résistances au désir. Les auteurs haineux de ces inepties ont-ils seulement lu l'œuvre de Madame Dolto ? Bien sûr que non. Il n'est pas question dans mon propos non plus de doltolatrie. L'idolâtrie ne mène à rien. Il s'agit, de ma part, tout simplement de reconnaissance pour son travail et son désir qui ont nourri la psychanalyse et amélioré le soin psychique en France. La psychanalyse m'a suffisamment apporté pour que je ne m'indigne pas de telles absurdités. Madame Dolto défendrait la pédophilie, donc. Cette Françoise Dolto qui demandait aux parents de ne pas dormir avec leur enfant dans la même chambre, ou encore moins dans le même lit, de ne pas les embrasser sur la bouche, de les nommer par leur prénom et non pas de petits surnoms, afin de respecter leur corps, leur identité, leur être irremplaçable. Cette Françoise Dolto qui invitait les femmes, futures mères, à envisager leur futur enfant comme la métonymie de leur désir et amour pour leur mari, plutôt que comme un substitut phallique pour leur jouissance. Cette Françoise Dolto qui a créé les maisons vertes, afin que les parents et les enfants se familiarisent aux autres, à la collectivité, à mieux vivre ce moment qu'elle pensait traumatique de confier son enfant à quelqu'un, impliquant la séparation d'avec l'adulte qui le rassure. Un lieu où les limites étaient dès lors posées et devaient être respectées par les enfants et les parents. Cette Françoise Dolto qui demandait à ce qu'on ne change pas son enfant aux yeux de tous, ou que le pot ne soit pas amené dans la pièce de vie commune, car même un bébé a le droit à une pudeur. C'est cette délicatesse, ce soin-là qui caractérisait Madame Dolto. Elle qui avait poussé le bouchon un peu loin en traitant certaines mères de pédophiles pour alerter sur cette jouissance qui déborde sur le corps et sur l'appareil psychique de l'être dont elles ont la responsabilité. Vraiment, notre époque n'a pas honte des contresens. Mais ce n'est pas le premier qu'on lui prête. Il est déjà arrivé qu'on prête à Dolto des idées qui sont exactement l'inverse de ce qu'elle défendait. La promulgation de l'enfant roi, par exemple.
Madame Dolto invitait l'adulte à reconnaître et prendre au sérieux le désir de l'enfant, ce qui apparemment est devenu dans l'esprit de quelques-uns le laisser faire ce qu'il veut quand il veut. De toute évidence, ceux-là ne savent pas que le mot désir veut dire manque et qu'il est la conséquence de la castration symbolique. Reconnaître un désir, cela ne veut pas dire le satisfaire, tout au contraire. À la différence du besoin, le désir peut se satisfaire de façon imaginaire, il peut être parlé et différé. Ce que préconisait Madame Dolto, c'était de l'entendre et d'en suspendre la satisfaction immédiate grâce à l'écoute et à la parole, pour ainsi, je cite, ouvrir le monde en parole, un monde de représentation, un monde de langage, de vocabulaire, un monde de promesses de plaisir. Pour qu'il y ait du désir, il doit y avoir castration, plusieurs même, nous a appris Dolto. Et c'est aux parents, disait-elle, de donner les castrations à leur enfant, afin que le petit être parlant puisse voguer vers une voie désirante. Ceux qui ont travaillé avec Dolto, ceux qui l'ont vu faire, ceux qui l'ont lu, savent qu'elle défendait ardemment l'enfant comme sujet, pas objet, sujet de désir qui a besoin fondamentalement qu'on lui parle et qu'on lui donne des limites. Dolto n'a eu de cesse de théoriser sur les limites à donner aux enfants, comme absolument fondamentales pour leur développement, afin qu'ils puissent accéder à la responsabilité, à la citoyenneté et à supporter tout simplement l'ensemble des castrations qu'inflige le réel la vie durant. Dolto a tenté de dire ce que les enfants lui avaient appris, et notamment qu'un enfant sans limite, c'est un enfant malheureux. Pour quelles raisons les interdits, la castration sont-ils fondamentaux à donner à un enfant ? S'ils ne sont pas présents dans les paroles et les actes castrés des parents, cela produit une culpabilité qui se retourne en auto-punition chez l'enfant. Un enfant qui n'apprend pas suffisamment les limites à donner à ses pulsions se les posera lui-même, d'une façon aussi violente qu'est celle d'une pulsion non éduquée. Il le fera par l'autopunition, que nous savons être l'action des organisations intramoïques, identifiées par Fernando de Amorim, qui se nomment résistance du surmoi et grand autre non barré. Rongé par une culpabilité que le manque d'interdit parental ne lui a pas permis de gérer autrement que par des symptômes et de la haine, l'enfant subit le manque de castration parentale. Les castrations se donnent par la justesse du vocabulaire de la parenté, et passe initialement par des interdits qui peuvent se poser sans violence ni autoritarisme, ni culpabilisation, ni humiliation, mais patience, fermeté, pourquoi pas humour, confiance, mais surtout respect. Inutile aussi d'être constamment sur leur dos. Un enfant, pour être heureux, doit avoir des parents qui s'épanouissent dans leur couple et dans leur travail, c'est-à-dire en dehors de leurs enfants. Quoi d'autre, à part de solides résistances, peuvent être à l'origine de tels contresens ? Il ne s'agit pas juste d'ignorance, certains prêtent à Dolto le strict opposé de ce qu'elle a théorisé durant toute sa carrière clinique. Catherine Eliachev se demande si imputer de tels contresens à Madame Dolto ne relève pas du symptôme. Mais bien sûr que oui. Du symptôme et de la haine. Pas contre Madame Dolto forcément, contre ce qu'elle impose comme vision de l'enfant, un sujet désirant dès sa conception, ayant des droits et des devoirs, et à qui les adultes doivent le respect et la vérité de leur histoire. Cela doit en chatouiller plus d'un. Madame Dolto, en effet, insistait largement sur l'importance de parler aux enfants, même les tout petits, et de leur dire la vérité qui les concernait. Peu importe si l'enfant ne comprend pas le sens des mots. Il l'appréhende, ce sens, je cite, grâce à son intuition directe de la personne qui lui parle. L'enfant saisit les relations qui soutiennent la vie ou celles qui la contrecarrent, celles qui sont disharmoniques ou qui sont harmoniques. Elle préconisait l'abandon d'une médecine qu'elle nommait vétérinaire, l'abandon du dressage au cours du premier âge, afin de lui substituer le respect dû à un être humain réceptif du langage. Faut-il rappeler pourquoi ces préconisations ? Car elle voyait défiler à sa consultation des enfants en souffrance d'une vérité qui ne leur était pas dite, mais qu'ils devinaient inévitablement. Concernant le travail clinique avec l'enfant, comment ne pas évoquer, nous le défendons encore aujourd'hui au RPH, puisque nous le constatons quotidiennement, ce qu'elle identifiait du symptôme de l'enfant comme symptôme des parents. Elle le disait très clairement. Leur enfant n'a rien à faire d'une psychothérapie, ce sont eux, les parents, qui en faisaient la demande parce qu'ils n'étaient pas capables de lui donner la castration. Elle invitait à ce que les parents soient eux-mêmes suivis en cure pour régler leur Oedipe, puisque, disait-elle, c'est toujours en les ramenant à leur Oedipe que vous comprendrez les projections pathogènes des parents sur leur enfant. Quel rapport, me direz-vous ? Si le rapport oedipien du parent n'est pas réglé, aucune chance qu'il le soit pour l'enfant. Et lorsque Dolto exhorte les parents à attendre leur plaisir de leur conjoint et non de leur enfant, c'est à nouveau une invitation à considérer l'enfant comme un sujet et non comme un objet.
Cet objet, quel est-il? Nous le savons, Lacan l'a nommé pour nous, le phallus imaginaire. L'enfant, de par sa position et sa vulnérabilité, va s'identifier à l'objet du désir de la mère. C'est une étape de son développement d'être appelé à cette position de phallus imaginaire. Il va interpréter ce désir comme une demande, et pourtant, le désir de la mère, l'enfant ne devrait jamais être invité à le satisfaire. D'où l'importance que le désir de la mère soit polarisé par autre chose que seulement son enfant, afin que cet enfant puisse ne servir à rien ni à personne. Servir, du latin servire, être esclave, vivre dans la servitude. Comment l'enfant peut-il sortir de cette position si l'adulte l'y assigne à cette position aliénante de phallus imaginaire? C'est une impasse. Voyez comme tout est lié. Pas de castration chez l'adulte suppose pas de castration pour l'enfant. Lorsque ces premières castrations échouent, ombilicale, orale, anale, l'enfant a tout intérêt à venir en séance auprès d'un psychanalyste. La castration orale, au moment du sevrage, a pour effet de pouvoir parler en son nom propre, et non pas dire ce que les parents veulent que l'on dise. Elle offre à l'enfant la possibilité d'être indépendant des dires de sa mère. La castration anale a pour effet un faire différemment, qui n'est plus articulé au désir de la mère. Ce n'est plus un faire par, avec ou contre la mère, c'est un faire pour soi-même. En ce qui concerne la castration oedipienne, dernière dans le développement libidinal de l'enfant, Dolto dit très clairement dans le cas Dominique que c'est la question du père qui est fondamentale et sa parole vaudra mieux que n'importe quelle psychothérapie. Il est plus efficace, nous dit-elle, lorsque le père ne joue pas son rôle, qu'il s'affirme et le rappelle à l'enfant que sa mère est sa femme, plutôt que l'enfant fasse une psychothérapie de 6 mois. À tous ceux qui proclament haut et fort que Dolto ne faisait pas de place au père, à nouveau, elle a soutenu tout l'inverse. Dolto ne recevait pas un enfant si le père n'était pas d'accord, car sa parole à lui est prioritaire. Comme évoqué lors du colloque sur le père et la fonction symbolique qu'il incarne sont absolument indispensables pour le développement libidinal de l'enfant et pour qu'il accède à l'autonomie, la responsabilité, la créativité, la culture, la liberté, celle de quitter l'enfance. Ainsi, la cure avec un enfant vise à ouvrir des voies nouvelles concernant les premières castrations jusqu'à l'Oedipe qui doit se vivre avec les parents. Le symptôme de l'enfant est la conséquence de l'absence de castration et de l'impossibilité pour l'enfant de se positionner autrement qu'en tant que phallus maternel. D'une certaine façon, heureusement qu'il fait symptôme pour en sortir, c'est une révolte de l'être contre sa position d'objet fétiche. Je rejoins volontiers la façon dont Dolto définit le symptôme, il est une demande, j'ajouterais une demande de castration, grâce à quoi l'être vient nous rendre visite. Il tente de s'en sortir par la fonction autopunitive du symptôme, mais celle-ci ne mène pas à la castration. L'enfant a besoin de ses parents pour traverser la crise oedipienne et accéder à la castration. L'adulte, lui, aura besoin d'une psychanalyse pour faire appel à la fonction de l'autre barré, représentée par le clinicien. Nous avons inévitablement affaire à l'enfant dans nos cures. Les mots d'une psychanalysante résonnent ici pour témoigner des ravages du discours maternel, ravages qui continuent de vivre dans l'appareil psychique de l'enfant devenu adulte. Voici ce que cette psychanalysante s'est vue entendre dire toute son enfance de la part de sa mère. « Tu es une pute ». Ou encore « J'ai été plus belle que toi, plus fine, plus grande, plus intelligente. Personne ne voudra de toi. Ton père, il est noir. Il n'est pas comme le mien. Tu es une tache noire sur un drap blanc. » Comment s'inscrire dans son existence quand le discours maternel a été celui-là ? Comment un adulte peut-il vivre sa vie dignement si l'enfant qu'il a été souffre encore ? La psychanalyse est là pour qui veut bien compter avec elle, pour construire une solution, une voie, une vie possible. La castration instaurée par la technique psychanalytique est une solution aux névroses que Dolto caractérisait de crise oedipienne très lente. Comme elle a eu l'immense finesse de le préciser, ce n'est pas le clinicien qui donne la castration, c'est la situation psychanalytique, elle-même qui vient opérer à ce niveau-là. Ce que je retiens aussi personnellement de l'enseignement de Madame Dolto, c'est que pour elle, la clinique, ce n'était ni de la compassion, ni de la pitié, ni de la séduction, mais de l'humanité. Et aussi, ceci qu'elle tirait des théories de ses observations cliniques et non l'inverse, c'est-à-dire qu'elle ne cherchait pas à appliquer une théorie a priori en cherchant à ce que la clinique valide. Pour finir, je dirais que rejeter la psychanalyse, c'est rejeter une part de notre humanité, ça n'est rien d'autre. La clinique de l'enfant ne serait pas ce qu'elle est sans l'enseignement de Françoise Dolto. Elle sera encore bien meilleure si les personnes concernées par l'éducation et la protection des enfants suivaient encore et à la lettre ce qu'elle nous a transmis.